Bienvenue dans la semaine dans le monde sur France 24, consacrée en grande partie ce soir encore à l'Ukraine. Le premier tour de l'élection présidentielle en France a lieu dimanche, mais nous sommes soumis à la période de réserve. Au sommaire ce soir, donc, d'abord ces images de cadavres à Boutcha qui ont profondément ému la communauté internationale. Volodymyr Zelensky a évoqué un génocide. Joe Biden qualifié Poutine de criminel de guerre. La CPI ouvre une enquête. L'armée russe se concentre à l'est du pays. La gare de Kramatorsk dans le Donbass a été touchée par 2 roquettes. Au moins 50 morts selon un dernier bilan. Kiev avait appelé les habitants à évacuer la région. Nous reviendrons bien sûr sur la stratégie de l'armée russe. Et puis un nouveau train de sanctions contre la Russie, le G7 qui a annoncé une interdiction de tout nouvel investissement dans les secteurs clés, des sanctions contre les élites également, les Européens qui approuvent un embargo sur le charbon russe et la Russie suspendue du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, ça c'était cette semaine également. Enfin, Viktor Orban, réélu largement pour un 4e mandat avec un score solide. Le souverainiste autoritaire, plus proche de Moscou finalement que de Bruxelles, assoit un peu plus son pouvoir en Hongrie. Voilà pour le sommaire ce soir. On en parle avec nos éditorialistes. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Jean-Christophe Ploquin. Bonsoir. Bonsoir. Rédacteur en chef et éditorialiste à La Croix. Bienvenue Jean-Christophe. En face de vous, CAC. Bonsoir CAC. Dessinateur de presse, président de Cartooning for Peace. Et puis avec nous également Laure Mandeville. Bonsoir Laure, grand reporter au Figaro. En face de vous, Marc Semo. Bonsoir. Rédacteur en chef adjoint débat et idées au journal Le Monde. Ces images de cadavres à Boutcha ont profondément ému la communauté internationale. Volodymyr Zelensky a évoqué en début de semaine un génocide. On écoute le président ukrainien. Nous pensons que ce sont des crimes de guerre et que tout cela sera reconnu par le monde comme un génocide. Vous êtes ici aujourd'hui et vous pouvez voir de vos propres yeux ce qu'il s'est passé. Nous savons qu'il y a des milliers de personnes tuées, torturés avec des membres coupés, des filles violées et des enfants assassinés. Jean-Christophe, est-ce qu'on peut parler d'un génocide comme l'affirme Zelensky ? La réponse est non. Très probablement, c'est un mot qui est utilisé sur le terrain par un président en guerre et qui veut faire passer de l'émotion, qui veut mobiliser l'opinion internationale. Mais le génocide, c'est vraiment une intention délibérée de détruire un groupe entier, qu'il soit ethnique, qu'il soit religieux, qu'il soit racial. Et donc là, on est effectivement dans un contexte de guerre. On est dans un contexte où effectivement des populations civiles ont visiblement été massacrés. Alors on peut utiliser d'autres termes. Je pense que celui de crime de guerre est un terme qui est utilisé. Il y a des investigations déjà qui sont menées par la justice ukrainienne, mais aussi les services occidentaux. Enfin voilà, il y a beaucoup de gens, des ONG spécialisées qui sont en train de travailler pour essayer de recueillir des éléments. Et le temps de la justice ensuite est très long pour établir vraiment poser les bons mots sur ce qui s'est passé. Mais voilà, on sent bien qu'il y a eu une volonté, en tout cas délibérée, de la part des forces russes qui se sont retirées. Je pense que c'est quand même la thèse à 99,99% qui ont donc perpétré des exécutions sommaires, qui ont massacré des civils. Et ça, c'est vraiment pour choquer, pour jeter l'effroi, pour provoquer peut-être chez les Ukrainiens précisément ces manifestations, ces sentiments de haine dans lesquels qu'on a entendu un petit peu s'exprimer aussi. Donc c'est franchir un pas supplémentaire dans l'horreur de la guerre. Mais après, je pense que j'imagine qu'à Mariupol, c'est Boutcha, mais puissance 10. Hein. Pour le moment, on n'a pas d'image simplement à Mariupol véritablement de ce qui a pu se passer. Et donc il y a de très nombreux endroits aujourd'hui sur le territoire ukrainien où il y a des horreurs qui se déroulent. Laure Mandeville, alors c'est vrai qu'en plus la Russie nie. On va revoir d'ailleurs ce tweet de l'ambassade de Russie en France auquel d'ailleurs a répondu le chef de la diplomatie française qui a qualifié d'ailleurs l'ambassadeur de Russie. Vous voyez ce tweet, il a dit que c'était un plateau de tournage en parlant justement de Boutcha. La propagande russe s'intensifie encore, Laure ? Oui, alors c'est stupéfiant cette propagande russe et voir qu'elle est présente effectivement à Paris. Et d'ailleurs, ça a provoqué, il a été convoqué
pour ces déclarations. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est évidemment, pour l'instant, évidemment, la question du génocide. Moi, je suis en plein accord. Je pense qu'on est face à des crimes affreux, des crimes de guerre. Mais ce qui me paraît très important et intéressant à noter, c'est qu'il y a une conjonction entre la découverte de ces horreurs sur le terrain et si vous voulez, la mise à jour de la théorisation en fait, de ce que les Russes veulent faire en Ukraine à travers une série d'articles qui sont sortis récemment, notamment sur l'agence de presse officielle RIA Novosti, ainsi que le blog de M. Dimitri Medvedev, dont vous vous souvenez bien sûr qu'il a été président de la Russie et qu'il est aujourd'hui le secrétaire du Conseil de sécurité russe, et qui utilisent pour parler de ce qu'ils veulent faire de l'Ukraine des termes qui sont profondément dérangeants. Lesquels ? Et qui montrent une volonté d'une certaine manière, de liquider la nation ukrainienne. Alors peut-être pas une liquidation physique totale, c'est pas exactement ce qui est dit, mais franchement, il faut lire ce texte de l'agence RIA Novosti, qui est d'ailleurs a été en partie explicité par François Stom sur le site d'Ex-Russie en français, dont j'en conseille la lecture, dans lequel il est clairement expliqué par un idéologue qui s'appelle Monsieur Timofey Sergeïtsev qu'il va falloir dénazifier l'Ukraine, ce qui veut dire la déukrainiser, ce qui signifie qu'il faudra supprimer jusqu'au mot d'Ukraine, parce que être ukrainien, c'est effectivement être un nazi, que ce soit un nazi actif qu'on doit liquider ou un nazi passif, ce qui est écrit est une grande partie de la population, et que eux, il faudra les soumettre à des persécutions pour les faire expier, le terme est utilisé, expier leurs fautes devant la nation russe. Donc un truc quand même avec des accents proprement fascisants et qui sont extrêmement préoccupants et qui sont, je pense, en fait, la partie émergée de l'iceberg d'une sorte d'idéologie impérialiste, je dirais stalino-impériale, qui se déploie aujourd'hui avec un élément d'orthodoxie radicale et qui est, au fond, qui a été, d'une certaine manière, théorisé par le chef suprême, qui est en fait le seul acteur véritablement en Russie, qui est Vladimir Poutine. Marc Semo, alors effectivement, il y a l'ONU qui a lancé une enquête indépendante qui devrait être présidée par le juge norvégien Erik Mose sur justement ces crimes de guerre. Il y a la procureure générale d'Ukraine également qui documente ces exactions. Alors est-ce que Vladimir Poutine pourrait rendre des comptes ? C'est compliqué. Est-ce que Vladimir Poutine finira un jour au banc des accusés ? Disons, c'est peu probable, mais ce n'est pas impossible. Slobodan Milosevic avait été inculpé pendant qu'il était encore chef d'État en fonction. Enfin, il était Premier ministre, d'ailleurs, je crois. Pendant qu'il était Premier ministre en fonction, au moment même où il négociait la paix sur la question du Kosovo, il avait été inculpé. Et finalement, ça paraissait à l'époque invraisemblable, il a fini à la barre. Alors, il y a énormément d'éléments qui montrent... Alors d'abord, il n'y a quasiment aucun doute. Il n'y a aucun doute que les crimes ont été faits par des soldats russes. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que c'était dans l'intention de terroriser ? C'est possible, probable. Est-ce que c'était des soldats russes déjà à moitié en déroute, après l'échec de leur offensive sur Kiev, qui se vengent sur les civils de la déroute qu'ils ont subie, du harcèlement des forces ukrainiennes ? C'est aussi probable. Donc tout ça, on le saura. Ce qu'il faut voir, d'abord, c'est qu'une armée est à l'image d'un pays et d'un régime. Une Russie qui est un pays de mensonges, de corruption et de violence ne peut donner qu'une armée de mensonges, de corruption et de violence. Et c'est ce que l'on voit sur le terrain là-bas. La responsabilité, selon le droit pénal international, il n'est pas que des hommes sur le terrain ou même des officiers qui seraient sur le terrain et qui donnent des ordres. Il est aussi dans toute la chaîne de commandement et dans le fait de ne pas empêcher, ou s'il y a eu un certain nombre de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité qui ont été commis, de ne pas enquêter, de ne pas les faire arrêter, de ne pas essayer de voir ce qui s'est passé. Et donc, de ce point de vue-là, la responsabilité de Poutine est en jeu. Et juste une dernière chose, à commencer d'abord par un crime fondamental en termes de droit international, qui est le crime d'agression, puisque Poutine a lancé une guerre contre un pays souverain, dont il reconnaissait lui-même théoriquement l'intangibilité des frontières. Et ça, en droit international, c'est un crime d'agression. C'était d'ailleurs un des crimes principaux qui était jugé à Nuremberg. Crime d'agression, crime de guerre. Comment CAC, les dessinateurs, ont-ils évoqué ces crimes ?
Alors, je vais vous proposer trois dessins pour cette première partie du débat. Le choix n'a pas été évident. Les dessinateurs sont tous encore sous le choc, complètement fascinés par cette situation au sens négatif du terme. Donc on en reçoit énormément. Ils dessinent à longueur de journée sur ce sujet dans beaucoup de pays. Donc j'en ai choisi 3 spécifiquement sur Boutcha. Celui du dessinateur américain Cal. Vous voyez un Vladimir Poutine, Vlad le conquérant, dans son trône. Et l'un des militaires qu'on commente, le tapis rouge est nouveau. Ce n'est pas un tapis rouge, lui dit l'autre. Et effectivement, on voit le charnier à portée derrière. Et donc, c'est évidemment une coulée de sang qui se passe qui sert de tapis rouge à Poutine le conquérant. Ce dessin, revenons de l'autre côté des frontières chez nous, de Soulcier pour l'Est républicain, dessinateur français. Et cette fois-ci, Soulcier nous propose de réfléchir au gaz du sang. J'aime beaucoup ce dessin parce qu'il est très simple graphiquement. Et en fait, il vient venir travailler sur ce petit sentiment de culpabilité éventuellement des Européens qui se disent « Mais est-ce que finalement ce gaz que nous utilisons, dont parfois nous dépendons gravement dans certains pays d'Europe, vaut ce prix-là » Un dessin très fort, je trouve, avec peu de traits. Et enfin, ce 3e dessin d'un dessinateur palestinien qui s'appelle Nazal, très en forme cette semaine, et qui lui aussi, avec beaucoup de simplicité, dit en fait, à mon avis, beaucoup de choses. Vous voyez vous l'avez reconnu, drapeau ukrainien, qui est donc piétiné, bafoué, et même qui commence à être déchiré, on pourrait dire même ouvert comme une fermeture, par ce char russe. On voit derrière, évidemment, que c'est du sang qui va apparaître, sous goutte. Et pourquoi ce dessin dit beaucoup ? Parce que par ailleurs, il nous amène aussi sur la suite. C'est au-delà des blessures physiques, morale et psychologique. Non, on ne passe pas encore au dessin suivant. Cette ouverture du drapeau ukrainien symbolise peut-être la partition qu'essaiera d'obtenir la Russie, de séparer le pays en deux. Et justement, l'armée russe, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, Kak, elle se concentre à l'est du pays, c'est sa stratégie. La gare de Kramatorsk, dans le Donbass, a été touchée par 2 roquettes. Il y a eu 50 morts, une centaine de blessés, en tout cas selon un dernier bilan. Kiev a appelé les habitants à évacuer cette région maintenant, disait-il. Une population encore sous le choc. Regardez un extrait du reportage de Maris Bourgo, grand reporter à France Télévisions. Je viens juste de sortir son corps sans vie de la voiture. J'étais parti acheter des cigarettes là-bas et ça a bombardé. Et j'ai vu que ma grand-mère était morte. J'ai couru pour aider des gens plus loin, un peu plus loin là-bas. J'ai eu de la chance, j'étais de l'autre côté des quais. Tout a explosé, tout d'un coup. Beaucoup de gens sont morts. Jean-Christophe, ces images sont vraiment difficiles. Alors c'est vrai qu'il y a une sorte de concentration maintenant sur l'est de l'Ukraine, du côté de l'armée russe. Quelle est en fait la stratégie aujourd'hui ? Est-ce que c'est de prendre en étau les 2 régions administratives de Donetsk et de Louhansk ? Alors c'est ce qui semble se dessiner. Je pense que le premier constat, c'est que, en fait, on peut sans doute rapprocher cette nouvelle stratégie russe. On voit que l'armée s'est retirée de nombreuses régions du nord de l'Ukraine et effectivement on assiste à des concentrations, des troupes qui repassent par la Biélorussie, la Russie, voir une carte pour qu'on comprenne bien. Qui vont vers l'est. Je pense qu'on peut faire le lien avec le nombre de victimes qu'il y a dans l'armée russe. Il y a vraiment des pertes tellement importantes qui semblent s'être produites dans l'armée russe que ça a obligé finalement Poutine et l'état-major militaire russe à reconsidérer sa stratégie qui était auparavant une stratégie de taper un petit peu vraiment dans toute la moitié orientale de l'Ukraine et puis ensuite vers l'ouest c'était plus des frappes ciblées et là donc on voit un peu effectivement ce mouvement, ce déplacement. Il faut se dire qu'on évalue donc le nombre de morts de l'armée russe. L'état-major français fait une estimation entre 7 000 et 10 000 morts et le nombre de blessés entre 13 000 et 15 000 blessés. Donc on arrive à un total de 20 000 personnes, 20 000 soldats, peut-être même 25 000 hors de combat. Ça représente un soldat sur 7 russes qui avait été engagé dans l'effort initial. Et donc, face à ces pertes, et on sait aussi qu'il y a d'énormes pertes en matériel, finalement, l'armée russe n'est plus en situation de mener plusieurs tactiques à la fois, plusieurs objectifs à la fois. Et il semblerait qu'il se concentre effectivement sur l'est de l'Ukraine et la maîtrise du Donbass avec soit l'ensemble des 2 oblasts, soit même effectivement la zone qui va vers le sud et de façon à contrôler toute la rive de la mer d'Azov et peut-être un petit peu plus loin jusqu'à Odessa. Donc voilà, finalement des objectifs davantage ciblés, ce qui ne veut pas dire que la guerre s'arrêterait là ensuite. Ça peut être aussi une phase dans la guerre. On est peut-être entré de toute façon dans une guerre
d'endurance qui se déroulera pendant plusieurs années. Alors, une guerre d'endurance, en tout cas, s'ils réussissent à prendre en tenaille cette zone de l'Est, ça veut dire qu'ils mettront la main sur ces deux régions, sur les régions administratives de Louhansk et Donetsk. Tout à fait. Je pense que, d'abord, il faut effectivement souligner, comme cela a été dit, que Vladimir Poutine a subi une défaite absolument désastreuse dans son plan initial et que les forces russes ont été forcées de se retirer de la région de Kiev, qui était quand même leur objectif, puisqu'il s'agissait en fait de faire capituler l'ensemble de l'Ukraine, et on ne le dira pas assez, c'est-à-dire que l'idée c'était la disparition de l'Ukraine en tant que nation indépendante. Et donc là, on est dans... C'est quelque chose qui ne va pas se faire, en tout cas, ils ont compris qu'ils ne pourraient pas le faire pour l'instant, et donc il y a ce retrait, et je pense que ce n'est pas du tout anodin qu'hier, il y a eu cette interview à Sky News du porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, qui a attiré l'attention de tous les nouveaux kremlinologues qui ont ressurgi de leur boîte pour essayer de comprendre ce qui se passe, et parce qu'il a reconnu, ce qui est une première, des pertes très importantes pour la Russie et très douloureuses, et il a aussi voulu indiquer que dans sa présentation des faits, que c'était Vladimir Poutine, pour des raisons supposément, je dirais, humanitaires, qui avait décidé, ou pour laisser une chance à la négociation, qui avait décidé de redéployer les forces. Là, c'est pure propagande. Donc, c'est de la propagande, et c'est évidemment une manière de faire porter le chapeau, non pas au chef suprême, mais plutôt à l'armée. Et c'est pour ça qu'on parle, il y a beaucoup de rumeurs sur les tensions qu'il y aurait aujourd'hui entre les militaires et Poutine. Par ailleurs, c'est vrai qu'il ne faut pas du tout s'imaginer que c'est terminé, puisque Vladimir Poutine ne peut pas se permettre aujourd'hui de terminer dans une ambiance de défaite totale, et qu'il va donc essayer d'apporter sur le plateau de la victoire du 9 mai. Vous savez justement, il faut revenir sur cette victoire du 9 mai. Ça serait l'anniversaire de la capitulation de l'Allemagne nazie en 1945. Et c'est ce qu'Emmanuel Macron a affirmé, que Vladimir Poutine voudrait une victoire pour ce 9 mai. Alors. Tout à fait, parce que pour lui, il faut bien voir que Vladimir Poutine agit maintenant dans son espèce de névrose ou psychose. Il est tourné vers le passé. Il reproduit le passé, et il se met dans le sillage de la victoire de 45, il reproduit, et donc le 9 mai, pour lui, ça devrait être sa victoire. Et donc, il veut amener quelque chose de conséquent. C'est vrai que le Donbass, c'est pas toute l'Ukraine, mais ça lui permettrait de sauver la face s'il y arrivait. Bien évidemment, il y a les Ukrainiens, et c'est vrai que les Ukrainiens sont aujourd'hui enhardis par leur succès, et n'ont pas du tout envie de laisser les Russes arracher d'un coup de dent un morceau de leur territoire. Donc je pense qu'il va y avoir une résistance qui ne sont pas du tout... voilà, et on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Marc, mais j'ai lu que les Ukrainiens, pour eux, c'était beaucoup plus difficile de résister dans l'Est, justement, parce que c'est loin de la frontière polonaise, d'où vient l'essentiel des équipements occidentaux, c'est 1000 km à vol d'oiseau, donc ce n'est pas facile pour eux. Oui, c'est plus compliqué, c'est loin, il y a les lignes de communication sont plus longues, mais la question est un peu ailleurs, parce que c'était un front qui a été figé de 2014 à cette offensive. Donc c'est une espèce de ligne Maginot. C'était un front, c'était extrêmement fortifié, des tranchées, etc. Et donc l'idée des Russes, c'est de prendre aussi à revers par ce mouvement tenaille. Donc c'est pour ça que la question de la résistance dans l'Est est fondamentale. Et c'est pour ça que les aides militaires que doivent donner les Européens sont plus importantes que jamais, mais surtout, il faut qu'elles arrivent très vite. C'est-à-dire cette bataille, elle est en train de commencer, on le voit. Il y a le bombardement sur Kramatorsk qui montre, y compris, que les Russes ne veulent pas permettre aux civils de partir, parce que c'est ça qui est visé. C'est une gare d'où les gens partaient à l'appel des autorités ukrainiennes parce que justement on allait rentrer dans une logique de siège et de conflit total dans la zone. Donc c'est pour ça qu'il est extrêmement important que les Européens donnent du matériel. Les Britanniques le font, ont accentué leur livraison. Les Américains le font. La République tchèque le fait vraisemblablement en donnant un certain nombre de chars T-72, donc que les Ukrainiens peuvent conduire tout de suite parce que c'est des vieux chars soviétiques qu'ils connaissent. On remarquera qu'un certain nombre de pays qui sont assez vocaux de l'Union européenne, à commencer par la France, disons, n'ont pas pour le moment autant, appuyé soutien n'ont pas autant donné d'armes et accentué leur livraison d'armes de maintenant, alors que c'est extrêmement urgent.
CAC. Alors sur cette sujet, je vais vous proposer 2 dessins, comment les dessinateurs voient les intentions de Poutine et de la Russie en Ukraine. Le premier dessin est du Suisse Hermann, qui a été publié d'ailleurs dans Le Monde. Pour lui, c'est assez clair. Donc il joue évidemment, vous savez, avec cet imaginaire que Poutine a mis en place en se filmant en situation de faire du sport et autres, notamment beaucoup la pêche. Et donc vous voyez le Vladimir Poutine pêchant Donetsk, le Donbass, sortant de la rivière. C'est ce que nous propose Hermann. Et un autre dessin d'un autre pays francophone venant du Canada, de Côté, grand dessinateur canadien pour Le Soleil, qui lui se pose la question, d'accord, ah non, c'est pas ce dessin-là, c'est le dessin avec les... Bon, du coup, je vais vous commenter celui-ci, mais qui traite du sujet suivant. Ça, c'est un dessin de Nasal pour la Palestine. On va peut-être revoir le... Ouais, alors est-ce qu'on peut revenir sur le dessin avec les dominos? Si on peut... On a sauté un dessin. On a sauté un dessin, celui des dominos. Le voilà. Alors le voici, c'est un dessin de Côté, donc dessinateur canadien, qui se pose la question, si jamais on venait à accepter qu'un morceau de l'Ukraine soit définitivement russe, quid demain? Et donc il joue avec cette allégorie des dominos, quid demain de la Géorgie, de la Moldavie et de la Finlande, si on remonte encore plus loin sur les prétentions soviétiques. Cette fameuse menace russe. Et vous en parliez de ce nouveau train de sanctions, en tout cas contre la Russie. Alors on parle de livrer des armes. Et puis le G7 a annoncé une interdiction de tout nouvel investissement dans les secteurs clés et également des sanctions contre les élites. La Russie est suspendue du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Une décision assez inédite. Et de leur côté, les Européens approuvent un embargo sur le charbon russe. Ursula von der Leyen et Josep Borrell étaient en Ukraine. Ils sont en Ukraine. Ils sont allés à Boutcha, puis à Kiev, où ils ont rencontré Volodymyr Zelensky. On va écouter Ursula von der Leyen et ensuite le président ukrainien. Nous mobilisons notre puissance économique pour que Poutine paye un prix très élevé. Nous avons imposé 5 vagues de sanctions sans précédent contre la Russie et nous préparons la série suivante et elles s'en prennent au cœur de la Russie. Par exemple, les exportations ont été réduites de 71%. L'inflation est à 20% en Russie. La confiance des entreprises est au plus bas niveau depuis 1995. Je voudrais remercier l'Union européenne et Ursula von der Leyen pour ce 5e train de sanctions. Mais je pense que ce n'est pas suffisant. Ils nous ont pris nos terres, nos citoyens. Nous reprendrons ces terres, mais ces vies sont perdues. C'est une grande responsabilité. Continuez à nous aider avec ces sanctions. C'est le seul moyen. C'est le seul langage que comprend la Russie. Bonjour Christophe, ce n'est pas assez pour le président ukrainien. 5e paquet de sanctions, donc c'est essentiellement contre le charbon russe, mais pas du tout contre le gaz ou le pétrole. C'est ça. Or, l'essentiel vraiment des revenus énergétiques pour la Russie, c'est vraiment le gaz et le pétrole. Avant donc le conflit, c'était 600 millions d'euros par jour qui rentraient dans les caisses russes du fait de la vente de gaz aux pays européens. Donc c'est des montants qui continuent, voilà, même si certains pays ont réussi à baisser les importations de gaz russe. Donc c'est vraiment la véritable sanction contre l'économie russe. Ce serait vraiment et surtout une sanction immédiate. Ce serait vraiment de couper le robinet du gaz. On sait que pour certains pays, c'est très très compliqué. Après, voilà. Après, par exemple, je voyais que la société des chemins de fer russe n'a pas réussi justement à rembourser un emprunt qu'elle devait rembourser auprès en Grande-Bretagne à une banque qui les lui avait prêté. Et donc on voit que la société de chemin de fer, c'est très important à l'échelle de la Russie. C'est 1 million de salariés. C'est une entreprise vraiment majeure. Donc on a des signaux comme quoi vraiment déjà aujourd'hui il y a des entreprises importantes en Russie qui sont très handicapés. Mais le rouble a rebondi, par exemple. Mais voilà, parce que comme effectivement les recettes, en plus les recettes d'exportation restent à un très haut niveau du fait des cours qui sont très élevés. Et donc pour le moment, finalement, alors que les Européens s'attendaient à ce que les premiers, deuxième, troisième trains de sanctions allaient vraiment énormément gêner la Russie, on voit qu'effectivement le rouble est revenu à son niveau d'avant la guerre. Donc c'est
visiblement un effort très prolongé qui serait nécessaire pour handicaper très fortement la Russie, peser sur la décision de Vladimir Poutine. Mais voilà, Zelensky, il a besoin des armes maintenant, il a besoin de résister maintenant. Donc on voit bien le décalage entre les besoins de l'Ukraine et la stratégie de sanctions de l'Union européenne. Et puis la Russie a été suspendue du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, Laure. Donc oui. Finalement, c'était assez inédit, c'est arrivé une fois, je crois, seulement. Effectivement, c'est vrai que c'est un conseil où on a vu souvent siéger des pays qui n'étaient pas particulièrement soucieux de droits de l'homme. Donc c'est vrai que c'est une décision qui est à la fois logique et bienvenue, mais qui reste quand même de l'ordre du symbolique. Donc c'est vrai que les choses vont se jouer ailleurs. Et est-ce qu'elle se joue justement sur cet embargo, peut-être un jour, contre le gaz russe en Europe ? Alors c'est vrai que moi, sur le gaz russe, c'est vrai que c'est évidemment le nerf de la guerre pour les Russes. Et par exemple, les Polonais qui sont évidemment très allants sur toutes ces sanctions et qui appellent, malgré leur vulnérabilité sur ce thème, à frapper très très fort, parce qu'ils pensent que certes nous allons souffrir à court terme en termes du prix, de prix, mais pour eux c'est absolument incomparable avec le coût que nous devrions porter, non seulement moral, mais même économique, d'une guerre qui continuerait des mois, voire des années à l'est de l'Europe. Donc eux, ils sont vraiment très allants. C'est vrai qu'en Europe de l'Ouest, on est beaucoup plus... comment dire, réticent. L'Allemagne et même en France en période électorale notamment. C'est vrai que je pense que tout ça joue aussi son rôle. Marc, c'est moi. Alors, les pays de l'Union européenne ont gelé 29,5 milliards d'euros d'avoirs russes et biélorusses, d'après ce que j'ai lu. Et puis les actifs incluent des bateaux, hélicoptères, biens immobiliers. Londres sanctionne les filles de Vladimir Poutine. Voilà, bon, on n'est pas effectivement dans un embargo des hydrocarbures russes. Non, mais juste pour compléter cette question du gaz, il suffit de réfléchir à un chiffre. Maintenant, ce ne sont plus 600 millions de dollars par jour, parce que les cours de l'énergie ont flambé. Oui. Donc c'est 1 milliard par jour qui rentre dans les caisses de l'État russe qui fait sa guerre. Comme le rappelait Joseph Borrell, 1 milliard, c'est pour le moment l'ensemble du montant des livraisons d'armement que nous faisons à l'Ukraine. C'est-à-dire, chaque jour, nous donnons à la Russie, à l'État russe, qui mène sa guerre d'agression, autant de devises que nous avons prévues pour l'ensemble des livraisons d'armes à l'Ukraine. 35 milliards, enfin plus maintenant on est à 40 jours, 40 milliards d'un côté, 1 milliard de l'autre. Donc rien que ça montre que la question du gaz est cruciale. Que le reste est important, il faut des sanctions, c'est symboliquement important, etc. Mais cette question du gaz est cruciale. Et que, oui, de ce point de vue-là, je pense que les Polonais ont raison. Il faut que cette guerre s'arrête le plus vite possible. Et pour que cette guerre s'arrête le plus vite possible, dans la mesure où, à raison, on ne veut pas mener la guerre contre la Russie et déclencher la Troisième Guerre mondiale, il n'y a pas d'autre moyen que de faire une pression maximum, très vite et très fort. Pour l'instant, l'Allemagne ne le souhaite pas. Donc, et le problème, c'est l'Allemagne, parce que c'est là qu'on voit que cette espèce... Il y a eu la réalité d'un sursaut européen à chaud, mais on voit que dès maintenant, ça commence un peu à jouer. Les Italiens traînent aussi un peu des pieds. Et surtout, il y a la 5e colonne de Poutine au sein de l'Union européenne, qui est la Hongrie. La Hongrie, dont on va reparler ensuite. Il y a quand même un objectif, effectivement, de réduire les importations de gaz russe des pays européens des 2/3 avant la fin de l'année. Donc c'est quand même très significatif, mais c'est loin. Voilà, donc on est encore une fois dans ce hiatus. Je ne suis pas sûr qu'ils y arrivent, même avant la fin de l'année. Non, mais on voit que on a vu le ministre allemand de l'environnement qui est allé au Qatar signer des contrats. Enfin là, je pense que les Allemands quand même ont eu un énorme choc en constatant leur dépendance vis-à-vis d'un pays ils essayent de trouver des alternatives, agresseur et dont ils voient bien que le régime est complètement totalitaire et donc ils cherchent très très activement des alternatives. Donc voilà, je pense que sur le moyen terme, il y aura beaucoup moins de gaz russe en Europe, mais encore une fois, Zelensky, lui, il a besoin d'argent maintenant. Laure, oui, il a besoin d'argent maintenant. Et puis, finalement, l'effet économique sur la Russie, pour l'instant, effectivement, vous le disiez, il y a un certain nombre d'entreprises qui subissent ces sanctions, mais l'argent rentre dans les caisses russes. Oui.
Les économistes, d'après ce que j'ai compris, disent que l'ensemble des sanctions telles qu'elles ont été mises en place devraient commencer à vraiment faire très très mal d'ici 2 ou 3 mois. Donc il faut attendre. Et non, juste un dernier point. Ce qu'on oublie aussi, c'est que la société russe, il y a plusieurs sociétés russes. Il y a une société urbaine des classes moyennes qui est évidemment frappée par les sanctions, par ses conséquences économiques. Mais l'essentiel du pays est un pays qui vit à la campagne, dans des zones suburbaines, qui est habitué à vivre dans des crises, et Laure le sait mieux que moi, qui se débrouille avec le lopin de terre, le cochon, les bocaux de cornichons, et donc il y a une capacité de résilience par rapport, y compris à des restrictions économiques, énorme. Donc ce n'est pas vrai que l'on réussit uniquement par les sanctions à faire céder un pays. Et c'est pour ça aussi que la question des livraisons d'armes est à ce point importante. Et là, c'est la fameuse ligne rouge qu'il ne faut pas dépasser sur ces livraisons d'armes. À chaque fois que l'OTAN parle... C'est l'argument des Russes de dire attention, co-belligérance, qui est une menace. Bon, mais... c'est aussi l'OTAN et les États-Unis qui le disent beaucoup. On ne sait pas tout sur les livraisons d'armes. Et on parlait tout à l'heure. Ah oui, on ne sait pas tout. La France est très... elle fait profil bas, mais elle livre des choses. Elle livre des missiles anti-chars, peut-être des missiles anti-aériens. Bon, c'est des armes défensives. Mais donc, c'est pas forcément ceux qu'on entend le plus, ceux qui en font le plus. Les Slovaques également. Et je pense que dans la bataille, c'est ce que disait Marc tout à l'heure, dans la bataille de l'Est qui s'annonce, la rapidité de livraison d'armes et de livraison d'armes défensives occidentales et autres, ça va être un critère majeur. Là aussi, ça peut vraiment mettre à nouveau en échec la stratégie offensive. Mais il faut qu'il soit plus massif, ces livraisons d'armes, Laure. C'est ce que dit Zelensky. Il a besoin de plus d'armes. Enfin, on l'a bien entendu tous les jours, il en parle. Ben oui, c'est les armes anti-chars et les armes anti-aériennes. Et juste un dernier point, on ne sait pas quelle est l'ampleur des destructions, des pertes en termes et d'hommes d'ailleurs, et surtout de matériel qu'ont eu les Ukrainiens. On ne sait pas. Alors le renseignement américain donne des chiffres assez ahurissants. Et pourquoi est-ce qu'ils ne communiquent pas d'ailleurs là-dessus, les Ukrainiens ? C'est une communication de guerre. Mais apparemment, ils auraient eu une grande partie... La plus grande partie de leur aviation et de leurs chars aurait été détruite. Enfin, c'est ce que disent les Américains. Voilà. Mais disons, pour le moment, on ne sait pas la réalité. Est-ce que justement l'armée ukrainienne est encore capable longtemps de tenir le choc ? Parce que quand même, c'est extrêmement rude. CAC, sur les sanctions. Alors, sur l'efficacité des sanctions, du coup, je propose de revenir au dessin de Nazal, le même dessinateur palestinien que tout à l'heure, très en forme cette semaine, où l'on voyait donc le char russe passer devant les représentants de l'ONU. Voilà, celui qui s'affiche sur votre écran. Alors attention, c'est un dessin donc fait par un Palestinien qu'il faut lire de droite à gauche, comme en arabe. Vous avez la case 1 à droite. Vous voyez donc l'ONU qui présente l'ONU, les Occidentaux, grosso modo, stop. Et le char russe qui passe, qui roule dans cette flaque et les asperge. Donc c'est une façon pour Nazal de dire, voilà l'attitude actuelle de Vladimir Poutine vis-à-vis des sanctions. Ça résume aussi un petit peu ce que vous disiez sur leur efficacité à court terme. On en est là, pour l'instant, ça continue, et même, on pourrait même dire que ça empire. Et ce deuxième dessin, je m'arrêterai là pour l'Ukraine, ce deuxième dessin de Chapat, paru dans Le Monde, dessinateur suisse, et les Américains qui pointent du doigt les Russes, on voit les autres occidentaux, président Macron à gauche, Poutine finira devant le tribunal international, et le général américain derrière Joe Biden, qui précise celui que nous ne reconnaissons pas. C'est aussi bien parfois de se moquer des deux côtés du conflit. Viktor Orban, réélu pour un 4e mandat avec un score solide, justement, ce souverainiste autoritaire plus proche de Moscou que de Bruxelles assoit un peu plus son pouvoir en Hongrie. On va l'écouter, Viktor Orban. Vous allez voir qu'il demande, lui, un cessez-le-feu avec les Russes. J'ai donc suggéré au président Poutine de déclarer immédiatement un cessez-le-feu. Nous avons besoin d'un cessez-le-feu immédiat. Je sais que ça ne se passe pas comme ça. Et j'ai également proposé qu'il vienne à Budapest. Il devrait venir, le président ukrainien, le président français et le chancelier allemand. Le plus tôt sera le mieux. Laissez-les parler à Budapest. Jean-Christophe, alors effectivement, l'attitude hongroise est extrêmement différente. On sait que vraiment, il est même avec les Polonais, il est en conflit avec les Polonais aujourd'hui. Oui, Viktor Orban, il était allé rendre visite à Moscou dans le cadre de sa campagne électorale et donc il avait rencontré Vladimir Poutine quelques jours avant Emmanuel Macron. Donc effectivement, c'est un allié très proche et effectivement, c'est un peu une 5e colonne à l'intérieur de l'Union européenne. Il veut payer le gaz russe en roubles. Il a dit qu'il n'était et de fait, ça l'a mis vraiment en conflit direct avec la Pologne. Il y a ce groupe. Alors que ce sont des alliés, a priori.
Oui, ce groupe... de Visegrad. En fait. Oui, un peu d'eau pour... je demande à l'assistant plateau. Bon, ce groupe de Visegrad... C'est vrai que ce groupe de Visegrad, en fait, est un... Et ils étaient alignés, en fait, dans leur bataille vis-à-vis de Bruxelles. Ils ont, disons, sur le plan politique, la même stratégie, c'est-à-dire des pouvoirs qui sont nationalistes, qui revendiquent une souveraineté beaucoup plus grande vis-à-vis de Bruxelles. Donc il y a la Pologne, la Hongrie, essentiellement. Et la République tchèque. Et la République tchèque, mais je dirais surtout la Pologne et la Hongrie, sur le thème aussi d'une forme de conservatisme social, culturel, surtout culturel, d'une grande protection sociale, d'une politique contre le multiculturalisme et pour une fermeture de frontières, des choses qui les rapprochaient vraiment très fortement. Mais c'est vrai qu'il y a toujours et voilà que le conflit a mis fin à ce rapprochement entre la Pologne et la Hongrie. Ce qui n'est pas du tout, finalement, qui est bon, quand même assez étonnant. Enfin, d'une part, c'est vrai que les Polonais ont toujours été profondément anti-russes, et particulièrement le PiS, qui est ce parti au pouvoir est un parti qui a une méfiance viscérale. Vous souvenez bien que en fait, l'homme fort du régime de Varsovie, c'est le frère jumeau de l'ancien président Lech Kaczynski, qui a été, comme vous savez, qui est mort dans ce tragique accident d'avion au-dessus de la forêt de Smolensk, avec toute la direction polonaise qui s'est écrasée lors d'un tragique voyage où ils étaient allés rendre hommage aux officiers polonais qui avaient été abattus par la NKVD sous Staline. Et donc, il y a toujours eu un soupçon du frère qui est à la tête de la Pologne, enfin qui domine, disons, le jeu politique polonais, pour disant qu'il s'agissait peut-être d'un attentat, etc. Et c'est resté, si vous voulez, comme un espèce de casus belli et un élément d'une méfiance absolue qui s'est ajouté à toutes les couches de méfiance historique entre la Pologne et la Russie, alors qu'Orban, lui, a au contraire joué un jeu tout à fait machiavélien mise à distance, disons, ayant de bonnes relations avec la Russie, de bonnes relations avec la Chine, et justement pour équilibrer son jeu avec l'Union européenne, qui a été assez mouvementé. Viktor Orban, qui en plus maintenant a une légitimité supplémentaire, il entame un quatrième mandat, ça fait 12 ans qu'il est au pouvoir. 53%, c'est un beau score. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir que Viktor Orban a gagné l'élection contre les 7 partis de l'opposition coalisée contre lui, en jouant sur la peur des Hongrois de la guerre. Du genre, avec moi, on ne sera pas pris dans la guerre. Et en ça, il représente un mouvement qu'on ne voit pas encore vraiment poindre, mais qui existe en Europe, qui est cette peur de la guerre. Donc voilà, avec moi, vous êtes protégés, on ne se laissera pas entraîner dans le conflit. Avec moi, vous aurez le gaz pas cher, et en plus, accessoirement, on le paye en roubles, etc. Et avec moi, vous aurez un cessez-le-feu éventuel. Voilà. Donc, il a joué ça très bien. Mais alors, ce qui est très significatif, c'est qu'effectivement, le groupe de Visegrad a explosé, mais la Commission européenne joue aussi maintenant de ça. C'est-à-dire que la Commission européenne vient d'ouvrir une procédure contre Orban, Budapest et Orban pour les violations à l'état de droit, mais pas contre la Pologne. Moralité, si vous êtes comme il faut pour faire face à la Russie, on laisse passer, mais c'est un peu embarrassant pour Bruxelles. Voilà. Alors évidemment, ils vont dire que c'est absolument pas le cas, que les deux dossiers sont différents. Mais c'est quand même un peu, on ne peut pas ne pas se poser la question. Dans les deux cas, il y a atteinte à l'état de droit. Oui, dans le cas polonais, c'est effectivement plutôt atteinte à l'état de droit avec la mise sous contrôle de la justice. Dans le cas hongrois, c'est plutôt des accusations de conflit d'intérêts et de corruption avec de l'argent européen. Et donc là, effectivement, ça concerne directement l'argent du contribuable européen et l'argument est un peu différent. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que on a quand même, c'est finalement le fait qu'il était si peu affecté par la guerre. C'est-à-dire que il faut pas oublier non plus que la Hongrie, c'est aussi un État post-communiste qui a connu les chars russes, qui a vu les chars débouler en 1956, écraser la révolte hongroise d'une manière absolument sanglante. Et donc c'est quand même assez étonnant de voir que cette population aujourd'hui, entre justement la peur des chars russes et justement la peur de la guerre, c'est quand même assez étrange ce qui se passe. C'est-à-dire que
On s'attendait peut-être à ce que, pour la première fois, Orban soit défait. Hein. C'était presque une surprise, cette victoire, et surtout à 53%. Parce que Orban, en fait, si vous voulez, il s'est quand même aligné sur les sanctions. Il a toujours une position un peu entre deux eaux. Il a toujours joué sur l'Union européenne. C'est pas non plus un alignement sur Moscou. Il ne faut pas non plus exagérer. Un petit point par rapport à cette attitude de l'opinion hongroise qui est éteinte. En même temps, c'est même de la part d'Orban. Orban était né politiquement comme dissident. Exactement. Qui, en 89, au moment où le mur s'effondre, est celui qui monte sur une tribune pour dire voilà, il faut que l'armée soviétique évacue la Hongrie. Enfin, le début de son histoire est celle d'un dissident libéral qui s'est ensuite qui a bien évolué. Voilà. Donc c'est vrai que sa victoire envoie un message effectivement à travers l'Europe. Par rapport à des pays, à des partis d'extrême droite. Hein. On pense évidemment à la France, mais on pense aussi à Salvini en Italie. Donc voilà, c'est vrai que c'est une victoire qui redonne un peu de la force à ces courants souverainistes et libéraux. CAC. Alors je vous propose 3 dessins pour ce thème-ci. Le premier de Martin Wolterink, des Pays-Bas. Donc lui qui va juste, vous allez retrouver le principe du tapis rouge, qui va juste résumer la victoire telle qu'il le voit lui, Martin Wolterink, de Viktor Orban marchant sur son tapis rouge jusqu'à son trône, et donc où l'on voit évidemment qu'au passage, il a pu, merci, c'est celui-ci, piétiner, eh bien on reconnaît facilement, presse, un journaliste, et le symbole, vous avez la balance et l'épée par terre, le symbole bien entendu de la justice, pour aller jusqu'à son podium en forme de drapeau hongrois. Un autre dessin que nous propose Lecter, dessinateur belge, que j'aime beaucoup parce qu'il est simple, et là encore il dit quelque chose d'assez classique par rapport à la situation. Orban a gagné les élections hongroises et vous reconnaîtrez le drapeau européen où l'une des étoiles a été changée. Le symbole se passe de commentaires. Mais pourquoi j'aime bien ce dessin ? Parce qu'on parle beaucoup, à juste titre en ce moment, de l'unité européenne, notamment face à la réponse qui est faite à la Russie et le train de sanctions. Et cette unité, quand même, c'est un membre de l'Union européenne qui a élu un, je mets des guillemets, pro-Poutine au pouvoir à nouveau. Et donc ça a créé une brèche dans l'Union. Et enfin, ce dernier dessin, et je m'arrêterai là, dessin de Urbs, dessinateur français pour Le Monde, qui est une autre manière de voir à peu près la même chose par rapport à l'Union européenne. Victoire de Viktor Orban aux législatives pour la Grande Hongrie, de Budapest à Moscou, dit Viktor Orban, ce qui est aussi une façon de voir dans quel sens souffle le vent hongrois, qui du coup pourrait créer une sorte d'étau, en tout cas politique, entre des deux côtés de l'Ukraine. Qu'est-ce qui pourrait être un médiateur, en un mot? C'est ce qu'il essaye de faire, en tout cas. Jean-Christophe, je pense pas. En tout cas, il serait incapable de représenter, par exemple, l'Union européenne. Alors après, entre Zelensky, je pense pas qu'il ait des contacts très très forts avec Zelensky. Quand on voit les noms de médiateurs qui circulent, effectivement, on est loin d'un profil à la Donc Orban. c'est ce qu'il affiche, mais ça ne se passera pas. Erdogan a mais essayé ceci aussi, dit, Zelensky est prêt à tout. Erdogan a une longueur Erdogan, d'avance. ça a pris de la consistance. Oui, c'est ça. C'est un pays quand même qui est malgré tout majeur. Et qui a vraiment des intérêts avec les deux côtés. Orban, et qui a agi aussi, Erdogan. Il a bloqué les détroits, par exemple, ce qui est un coup absolument incroyable. C'est-à-dire qu'il a bloqué les détroits et empêché que les navires russes rejoignent la partie de la mer Noire qui leur aurait permis d'attaquer Odessa, notamment. Ceux qui devaient rentrer étaient passés avant. Ah bon, ils ont bloqué juste après. C'est pas ce qu'on m'a dit, moi. Une partie. C'est qu'il y a une partie que ça les a gênés. Une partie quoi Non, mais ça les a gênés. Ah oui. Ouais. Mais une partie avait pu rentrer, ensuite ils ont bloqué les autres. Oui, et ensuite ils les ont laissés rentrer avant de bloquer. Non, je pense une partie. Vous n'êtes pas d'accord là-dessus. Bon, enfin bref, en tout cas, on va terminer cette émission avec une nouvelle chanson, cette chanson des Pink Floyd en soutien au peuple ukrainien. Hey, hey, rise up. Ils n'avaient pas enregistré de chanson, les Pink Floyd, depuis 28 ans. Et sur cette chanson, il y a bien sûr les piliers David Gilmour et Nick Mason qui utilisent la voix d'un groupe ukrainien, du chanteur d'un groupe ukrainien Boombox, Andriy Klivniuk. Voilà, et on termine avec cette chanson. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez sur France 24.